Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Grégory Nino et son équipe pour m'avoir invité à parler de quelque chose dont on ne parle pas assez souvent et qui, de mon point de vue, est extrêmement important. Alors la BPCO, le premier orateur en l'appelant COPD, nous a rappelé ce que c'était. Pour être simple, c'est la maladie à localisation pulmonaire des fumeurs. Voilà. Et le tabac représente 80 à 90% de l'étiologie de cette affection. Alors la réhabilitation respiratoire, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement non médicamenteux. Ce sont des soins qui sont individualisés, qui sont dispensés par une équipe transdisciplinaire. Donc la transdisciplinarité est quelque chose d'extrêmement important. Et ces objectifs, c'est d'optimiser tout ce qui est physique, tout ce qui est psychosocial, en diminuant les coûts de la santé. Donc c'était la dernière définition de la réhabilitation, on parlait de la diminution des coûts de la santé en agissant sur certaines manifestations, mais ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Donc d'emblée, dans la réhabilitation, on essaye de diminuer les coûts de santé. Dans un programme de réhabilitation, il y a deux éléments primordiaux, il y en a beaucoup, mais deux qui sont primordiaux. D'une part, il y a le réentraînement à l'exercice, les activités physiques, adaptées ou non, et ce réentraînement va diminuer les symptômes. On verra ça tout à l'heure. Et puis, il y a une autre partie tout aussi importante, c'est l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, pourquoi faire? Pour essayer de faire évoluer les comportements. Pourquoi? Toute maladie chronique a deux bases. Une base génétique, nous avons tous en nous des gènes non exprimés d'une maladie chronique quelconque, ou de plusieurs maladies chroniques. Et ces maladies chroniques vont s'exprimer quand il y aura un facteur défavorable. Dans la BPCO, c'est à l'évidence le tabac. Eh bien, faire changer les comportements, c'est très difficile. Essayer de les faire évoluer, c'est un élément important pour optimiser la qualité de vie de ces patients. Alors, comment va-t-on évaluer le coût efficacité? Tout ce qui s'est dit depuis ce matin va m'aider dans cet exposé. On nous a parlé tout à l'heure du number need to treat pour les patients. C'est une notion où on vous dit qu'il faut, par exemple, que ça a été rappelé, 4 patients pour obtenir l'amélioration de l'un d'entre eux sur un symptôme donné. Ce n'est pas tellement agréable, de mon point de vue, à visualiser 4 patients pour un. Est-ce que ça veut dire que chacun est amélioré de 25%? Ce n'est pas quelque chose, personnellement en tout cas, que je visualise très bien. Il peut y avoir quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire qu'on va voir le coût d'un traitement, on va voir si ce traitement peut rapporter quelque chose, diminuer des coûts par exemple, on fait la différence entre les deux. Et puis, on a abondamment parlé, encore il y a 5 minutes, de la notion de QALY, je vais y revenir. Alors qu'est-ce que c'est que ce QALY? On vous l'a dit, c'est l'acronyme de Quality Adjusted Life Year, et c'est une année de vie gagnée, ajustée pour la qualité de vie. Ceci est très important parce que vous pouvez gagner, on a parlé de traitements anticancéreux par exemple, vous pouvez gagner du temps de vie, mais si c'est au prix d'une qualité de vie complètement catastrophique, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc c'est bien de faire ces deux choses. Toutefois, l'échelle va de 0 à 1, où 0 est la mort et 1 est la qualité de vie absolue, qui n'existe pas évidemment. Et les échelles qui permettent de calculer cette échelle sont des échelles génériques. C'est-à-dire que c'est très 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 général et que dès que vous vous intéressez à une maladie spécifique, comme la BPCO ou comme ça a été dit tout à l'heure, l'insuffisance cardiaque chronique par exemple, eh bien ces échelles ne seront pas assez performantes. Mais ça a un avantage. L'avantage, c'est que vous avez une interprétation OMS, ça a été évoqué tout à l'heure, du coût du QALY. Et l'OMS fait une proposition, ce n'est évidemment qu'une proposition, qui vous dit que si le produit intérieur brut par tête, si le QALY coûte 3 à 5 fois ce produit intérieur brut par tête, il ne faut pas l'utiliser. C'était quasiment la dernière question à laquelle a répondu mon prédécesseur tout à l'heure. Que si c'est aux alentours du produit intérieur brut par tête, de la valeur du produit intérieur brut par tête, eh bien c'est un traitement qui est recommandable. Et puis on n'évoque jamais la possibilité d'un QALY qui ne coûterait rien. Mais nous allons voir que c'est possible. Mais bien sûr, c'est tout à fait improbable. Alors, tout d'abord, avant de parler du coût-bénéfice, du rapport coût-bénéfice de la réhabilitation, d'un traitement non médicamenteux, quel est le coût de la BPCO?
Et j'ai voulu vous montrer deux époques, deux diapos. Dans cette première diapo, eh bien, vous voyez qu'en France, si on s'intéresse simplement au coût moyen d'un BPCO, dans l'année 2005, ce qui veut dire que ça avait été mesuré pendant l'année 2002 ou 2003, eh bien, le coût est environ, mettons pour simplifier, 4 500 € par an et par patient. Très bien. Mais regardez que curieusement, si nous prenons nos collègues suédois, eh bien, c'est quasiment 3-4 fois moins cher. Et si nous prenons nos collègues de Grande-Bretagne, il y avait quand même 4 études à cette époque, vous voyez que c'est exactement comme chez les Suédois. Or, jusqu'à preuve du contraire, et en tout cas je n'ai jamais vu d'études dans la littérature montrant que les patients anglais ou suédois étaient moins bien traités que les patients français. Donc nous coûtons 4 fois plus cher que les autres. Je pense que c'est un effet secondaire de notre système social extrêmement évolué, mais qui entraîne une consommation médicale, non seulement de la part des patients, mais également de la part des médecins. C'était ce qui se passait il y a 10 ans. Que se passe-t-il maintenant ? Donc c'est un travail qui vient d'être sorti, c'est le mois dernier, et c'est une étude qui s'est faite sur toute l'année 2011. Ce matin, il y a eu une question sur l'impossibilité de travailler avec les organismes officiels. Ça devient de plus en plus possible. On a accès au PMSI, on a accès à tout un tas de bases de données qui nous permettent de calculer, qui permettent aux spécialistes, je ne suis pas spécialiste, qui permettent à ces spécialistes de calculer ce qui se passe. Donc plus ça va aller, et plus nous aurons des données précises, du moins en France, sur le coût des patients. Et ici, vous voyez qu'il y a même le coût de la BPCO par rapport à des témoins. Alors c'est une base de données donc de la sécurité sociale, et dans cette base de données, on va prendre un malade BPCO pour 3 malades témoins. Ce sont tous des malades. Mais le BPCO est spécifique, les malades témoins sont pris au hasard. Vous voyez, c'est dans la fourchette de 1 pour 3. Eh bien, vous voyez que la dépense totale pour la BPCO va être de 9 400 € globalement. Pour les cas témoins, c'est aux alentours de 3 900 €. Donc le coût pur, je dirais, de la BPCO, c'est aux alentours de 5 500 €. Ça a beaucoup augmenté durant ces 10 années. C'est une augmentation extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que dans la BPCO sont apparus de nouveaux traitements et qu'évidemment, ces traitements sont relativement chers, mais il n'y a pas que ça. Mais vous voyez qu'il y a une part importante des hospitalisations. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Une part extrêmement importante, ça doit faire du 30%, 35-40%. Dû aux hospitalisations. Nos malades présentent des exacerbations, des aggravations de leur pathologie à intervalles plus ou moins réguliers, et soit ils peuvent les traiter à domicile, donc c'est un moindre mal, soit ils sont obligés d'aller à l'hôpital, soit ils sont quasiment obligés d'aller en soins intensifs ou en réanimation, et évidemment, ça va coûter beaucoup plus cher. Alors maintenant, venons-en à la réhabilitation respiratoire. Eh bien, efficacité. On parle de coût-efficacité, commençons par l'efficacité. Eh bien, l'efficacité de la réhabilitation dans les maladies respiratoires, la première méta-analyse a dû sortir dans les années 90-95 et la première année en termes d'évidence de médecine à la même époque. Là, je vous ai présenté les dernières données qui ont confirmé les précédentes et elles donnent toutes exactement la même chose. En termes d'évidence de médecine, vous voyez que la dyspnée, et la dyspnée c'est extrêmement important, c'est ce que ressent le malade. Le paramètre dont on se sert, c'est le VMS. Le VMS, ils ne le ressentent absolument pas, même si leurs bronches sont bouchées. Par contre, l'essoufflement, ils vont le ressentir. Bien, vous voyez qu'en termes d'évidence de médecine, c'est de niveau A. Il n'y a actuellement aucun traitement spécifique de la BPCO, traitement médicamenteux, qui soit de niveau A pour traiter la dyspnée. Ça vous donne une idée de l'efficacité de cette technique, de cet ensemble de techniques. La tolérance à l'effort, c'est la même chose. La qualité de vie. Quand on a commencé à faire de la réhabilitation, l'objectif, ce n'était pas d'augmenter l'espérance de vie. L'objectif, c'était simplement d'améliorer la qualité de vie, quel que soit le nombre d'années à vivre. Et puis on s'est aperçu en cours de route, au bout de nombreuses années, qu'on augmentait aussi parallèlement l'espérance de vie et de manière cliniquement significative, comme on dit. Vous voyez que la dépression, tous ces malades sont dépressifs, anxieux, dépressifs. Et vous voyez que la dépression est améliorée de niveau B. Il n'y a peut-être pas assez d'études en termes de dépression. Mais c'est un résultat qui est remarquable et un de mes amis dit régulièrement qu'on leur met un petit soleil dans la tête. C'est tout à fait vrai. Et puis regardez la dernière ligne qui est plus grasse, qui est écrite en plus gras, les journées d'hospitalisation. Eh bien, elles sont divisées par 2. C'est considérable. Quand vous connaissez le coût d'une journée d'hospitalisation, les diviser par 2, c'est absolument remarquable. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce de niveau B seulement ? Le niveau B est un niveau très significatif, mais ce n'est pas le niveau A. Eh bien parce que la plupart des études sur la diminution des journées d'hospitalisation sont des études qui ont été conduites sur 1 an.
C'est déjà pas si mal que ça. Mais pour qu'on puisse parler de niveau A, il faudrait les conduire sur plus de temps, par exemple sur 3 ans. Et il y a exceptionnellement des travaux qui ont suivi les patients pendant 3 ans parce que sur le plan méthodologique et sur le plan du temps, du travail de recherche, c'est extrêmement coûteux en temps de travail de recherche. Mais ça viendra progressivement, on commence à avoir des études à moyen terme. Mais souvenez-vous de ce résultat. Nombre de journées d'hospitalisation divisé par 2. Si donc vous réhabilitez un malade, vous allez diminuer le coût de sa maladie, le coût pour lui-même et le coût pour la société. Alors, quelques études. Une des premières de bon niveau qui a été faite. Cette première étude, eh bien, c'était ce qu'on ne fait plus maintenant. Le malade était hospitalisé en soins de suite et de réhabilitation, c'est ça que signifie SSR, était hospitalisé pendant 2 mois. Cette étude a été conduite au Canada par Goldstein et ça a été suivi par 2 mois de suivi en ambulatoire. Donc vous devinez que s'il y a eu 2 mois d'hospitalisation en centre fermé, évidemment, ça a coûté cher et 7 750 €, c'est cher. Donc actuellement, la recommandation, c'est 20 sessions, c'est-à-dire que si vous faites ça en centre fermé, 20 sessions, ça peut rentrer dans un mois d'hospitalisation. Donc déjà, le coût actuellement est diminué par 2. Et ils avaient raisonné en number needed to treat, et il fallait 4 patients. C'est un bon résultat dans cette manière de s'exprimer. Ils avaient constaté qu'il fallait traiter 4 patients pour améliorer la dyspnée d'un seul d'entre eux. Même chose pour la fatigue. Alors, c'était les premières études, donc qui avaient tout le mérite d'être des études sur le coût-efficacité. Mais l'hospitalisation a été trop longue, et puis surtout, il y avait des choses peut-être plus intéressantes. Bien sûr, pour le malade, que sa dyspnée soit diminuée, c'est fondamental, mais en termes de coût-efficacité, pour la société donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir le coût, et donc si les exacerbations, si le nombre d'exacerbations avait diminué, si le nombre de visites non programmées avait diminué, si le nombre de journées d'hospitalisation avait programmé. Mais c'était la première étude. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'études. Il y a eu l'étude de Jean Bourbeau, toujours au Canada, complètement différente. C'est-à-dire qu'ils ont créé un métier spécial, le case manager. Et ce métier spécial, qui pouvait être un kiné, une infirmière par exemple, avait une formation en particulier en éducation thérapeutique. Et ces case managers suivaient les patients au domicile, faisaient de l'éducation à domicile, le vélo était prêté pendant 2 mois, etc. Et puis, ça a été suivi par un suivi téléphonique et par aussi une consultation à 1 an. Eh bien, regardez ces fameuses exacerbations dont je parlais tout à l'heure. D'origine respiratoire, elles sont diminuées de 40%. Toute cause de 60%. Toute cause pourquoi? Parce qu'un BPCO a le droit de faire une décompensation cardiaque, par exemple, ou autre chose. Et donc, en moyenne, on va dire que ça fait une diminution de 50% des exacerbations, en moyenne, en faisant les deux ensemble. Mais enfin, c'est peut-être pas une bonne idée. Et donc, c'est un résultat qui est remarquable. Toutefois, à l'époque, ils avaient un case manager pour 14 patients. Évidemment, ce n'était pas rentable. Et ils ont extrapolé. Donc, ce n'est qu'une extrapolation, et là aussi c'est une étude princeps quelque part. Et donc, dans cette extrapolation, si chaque case manager suivait 50 patients, le gain par la diminution des exacerbations et des hospitalisations serait de 1 500 € par patient, mais c'est une extrapolation. Une étude identique, sauf que c'était une étude pilote, a été faite ici à Montpellier, mais c'est Grégory Nino qui l'a publiée d'ailleurs. Et donc, c'était une étude pilote et on voulait savoir, parce que le gros problème, c'était justement le coût. À l'époque, on ne savait pas ce que ça allait rapporter et donc comment faire pour diminuer le coût. Et donc, les patients sont venus pendant 1 mois à l'hôpital, en ambulatoire, et ils sont venus 2 fois par semaine où ils avaient un apprentissage à l'utilisation du vélo à la fréquence cardiaque cible, et où en même temps ils avaient des sessions d'éducation thérapeutique, mais orientées vers ce qu'ils auraient à faire à domicile après. Une session s'est passée avec la famille, une session s'est passée en allant marcher à l'extérieur. Ça a été très compliqué sur le plan hospitalier pour aller faire marcher des malades à l'extérieur, bon, etc., etc. Donc c'était très orienté, suivi, autogestion à domicile. Bien, au bout d'1 an, le test de marche a été amélioré chez les patients du groupe intervention, a été amélioré de 50 mètres, ce qui est considérable. On considère que la valeur cliniquement significative, c'est-à-dire la valeur cliniquement perçue par le patient, c'est 30 mètres. Donc on avait une amélioration beaucoup plus importante. Il y avait eu, le coût de l'intervention avait été
très faible, puisque c'était 275 € par patient. Et en fait, en termes essentiellement d'ailleurs de consommation pharmaceutique, mais également de soins, de visites, enfin, etc., eh bien, le gain était de 480 €. C'est-à-dire que dans cette étude de terrain, le gain net a été de 205 € par patient. L'important n'est pas là. L'important, c'est que cette prise en charge n'a pas coûté et a rapporté, entre guillemets, quelque argent, mais ce n'était pas vraiment le problème. Le problème, c'était qu'elle soit le moins chère possible. Quand on parle de réhabilitation, une réhabilitation, je vous ai dit, il faut 20 sessions. 20 sessions, c'est l'entrée dans le système. Mais et après? Alors, si après, il n'y a rien du tout, bien, le patient finit toujours par repasser par la case 0 en 6 mois à 1 an, en fonction des programmes dont on parlait tout à l'heure, de leur efficacité, etc., etc., etc. Et donc, le vrai souci, c'est comment faire pour suivre ces malades. Et donc, en France, on a la chance d'avoir des réseaux. Et avec ces réseaux de patients qui sortent des centres de réhabilitation, eh bien, on peut suivre. Ils viennent régulièrement pour faire une activité d'éducation, d'activité physique adaptée, pour faire de l'éducation thérapeutique, etc., etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui coûte relativement cher, puisque par patient, ça coûte 1 250 € par an. Mais voyez, le nombre de jours d'hospitalisation dans cette étude, qui était aussi une étude pilote, eh bien, ça a été une diminution de 2 jours. Et le prix moyen en hôpital, je ne parle pas de la réanimation qui coûte une fortune, mais le prix moyen en hôpital, en service de médecine, de pneumologie, c'est 750 € par jour. Donc, puisqu'ils ont gagné 2 jours d'hospitalisation, en moyenne, par an et par patient, ça fait une économie de 1 500 €. Et donc là, on tombe sur un gain, encore une fois, on tombe sur un gain de 250 €, c'est voisin de ce qui avait été observé tout à l'heure. Voici ici la plus belle étude qui a été réalisée sur la BPCO en termes de coût-efficacité. C'est vraiment la plus belle étude. Elle est relativement vieille, mais vous voyez, elle était sortie dans le Lancet. Ça donne l'importance qu'elle a eue en termes de méthodologie. Et puis, en termes de... C'était important de calculer. Et comme ça a été dit tout à l'heure, eh bien, c'est un auteur anglais c'est une équipe anglaise qui a réalisé ce travail. Alors, on avait calculé le nombre nécessaire. Le nombre nécessaire dans chaque branche était aux alentours de 95, etc. Donc, en fait, ils ont pris dans la branche intervention 100 malades et dans la branche contrôle, donc des patients qui avaient le traitement habituel mais qui n'avaient pas de réhabilitation, on a pris également 100 malades. Et puis, on a suivi un certain nombre de paramètres en termes d'efficacité clinique, tout ce que vous voulez, mais aussi en termes de journées d'hospitalisation qui ont été particulièrement bien suivies. Eh bien, vous voyez que 40 malades ont été hospitalisés par groupe. C'est un hasard s'il y en a eu 40 dans chacun des groupes. Mais regardez ce qui est complètement différent. C'est que dans le groupe réhabilitation, dans le groupe intervention, c'est le nombre de journées d'hospitalisation a été de 10 pour ces 40 patients. Et dans le groupe contrôle, il a été de 21, c'est-à-dire exactement le double. C'est ce qu'on trouve pratiquement dans toutes les études. Alors quand on ramène ça, non pas aux 40 qui ont été hospitalisés, mais aux 100 patients, évidemment, on a des chiffres qui sont inférieurs, 4 jours par an et par patient. Dans l'étude précédente, on avait trouvé 2 jours par an et par patient. Et évidemment, chez les contrôles, ça fait 2 fois plus. Donc ça fait aux alentours de 8 groupes par patient. Bien, le coût du programme était un coût tout à fait satisfaisant, puisqu'il est inférieur à celui des réseaux français, était de 800 €. Alors maintenant, qu'est-ce que ça a rapporté? Ça a été étudié en termes de CALI, c'est CALI dont on parle depuis ce matin, et donc le coût par CALI était inférieur à 0, puisqu'il y avait un gain de 170 €. Donc c'est une situation qui est totalement improbable, mais où on trouve un coût par CALI qui est inférieur à 0, puisqu'il y a un gain de 170 €. Et remarquez que là aussi, on trouve un chiffre voisin des chiffres que nous avons vus jusqu'à présent. Encore une fois, ce n'est pas tellement le chiffre, c'est le fait que le coût par CALI est un coût qui est, mettons pour simplifier, qui va être nul. Mais en même temps, non seulement on a amélioré le patient, mais également on a fait travailler des gens, il y a eu des programmes qui ont été mis en route, donc ça joue absolument à tous les niveaux. Alors, j'en ai presque terminé, mais je voulais faire simplement un clin d'œil, peut-être en termes de coefficacité, en vous demandant de comparer simplement en parlant de prévention primaire. Ici, vous avez quelqu'un qui va 4 fois par semaine aller manger un petit peu n'importe quoi, qui va aller chez McDo par exemple, je ne veux pas attaquer McDo, qui va fumer un paquet de cigarettes par jour, ce qui est la moyenne
mon malade le plus important fumait 7 paquets par jour. Mais bon, là, c'est un paquet par jour, j'allais dire c'est presque raisonnable. Et puis, bien entendu, qu'il va avoir un certain nombre de maladies, donc il va être au minimum anxieux, il va être stressé, il va peut-être nous faire une hypertension dont on parlait tout à l'heure, qui est banale, etc., etc. Bien, pour son mode de vie, il va dépenser entre 5 000 et 6 000 euros par an, mettons 5 500 euros. Puis à côté, vous avez celui qui va manger sain, donc ça va lui coûter un peu plus cher pour un repas, mais bon, et donc plus cher au total. Et puis il va s'acheter, ça c'est très cher, des baskets, une tenue de sport, il va s'acheter un baladeur. Le baladeur, c'est sûrement pas obligatoire. Bien, ça va avoir un certain prix. Et puis, comme c'est quelqu'un qui veut faire très attention à lui, il va prendre un coach. Maintenant, vous avez un certain nombre de coachs qui vous font de la prévention primaire. Alors, ils appellent ça médecine du mode de vie, enfin, on appelle ça comme on veut. Mais c'est de la prévention primaire, ni plus ni moins. Et vous voyez que, eh bien, celui-là, on sait qu'actuellement, il aura une espérance de vie de 5 ans supplémentaires à celui-là, et que ça lui aura coûté beaucoup moins cher. En conclusion, l'efficacité économique de la réhabilitation respiratoire est indiscutable et elle se fait par l'intermédiaire de la diminution du nombre de journées d'hospitalisation. Le CALI, si tant est qu'on mesure cela, mais c'est actuellement ce qui est utilisé, eh bien, il est favorable, il est même, d'une manière totalement improbable, positif. La réhabilitation qui est appliquée ici dans la BPCO, tout à l'heure on vous en a parlé dans les maladies cardiaques, ça se fait également dans le diabète, dans l'obésité, dans certains cancers, le cancer du poumon, le cancer du côlon par exemple, et c'est une technique qui va s'appliquer progressivement à toutes les maladies chroniques, en sachant que les maladies chroniques représentent 85% de la mortalité en France. Donc c'est quelque chose qui va se généraliser, et que ce quelque chose qui se généralise, il est comme toutes les autres thérapeutiques absolument indispensable d'analyser son coût-efficacité. Je vous remercie pour votre attention.